Après la question du travail, tu souhaitais revenir sur un sujet non moins explosif au sein de la sphère politique. On en a entendu parler récemment, c'est le projet d'accueil des réfugiés à Calac, en Bretagne. Donc, tu souhaitais revenir dessus et nous apporter un éclairage? Oui, alors effectivement, comme tu le dis, c'est un sujet sur lequel on avance en marchant sur des œufs. Donc, je vais essayer de bien me faire comprendre parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et qu'encore une fois, on voit apparaître la même dichotomie, c'est-à-dire qu'Acalac, finalement, c'est d'abord et avant tout l'œuvre d'une riche propriétaire qui va mettre à disposition, dans un petit village qui est d'ailleurs une ancienne commune communiste, va mettre à disposition un ensemble une place déjà, un terrain, il me semble, etc. Puis vient se greffer là-dessus des politiques de la ville, etc., qui vont accueillir un certain nombre de réfugiés dans un village de Bretagne dans lequel il n'y a à peu près rien à l'heure actuelle. Et effectivement, nous avons là, effectivement, eh bien, encore une fois, l'alliance objective, finalement, du millionnaire qui s'en lave les mains et du philanthrope millionnaire, un peu comme le type de... A priori, rien à voir, mais c'est toujours pour traduire un petit peu la philanthropie capitaliste que je dénonce, là aussi, dans marxisme et intersectionnalité. Et le type de Patagonia, là, qui fait les sacs, qui a tout revendu à des ONG. C'est des ONG qui vont en bénéficier maintenant du chiffre d'affaires à des fins écologiques, justement, parce qu'il a dit j'espère que ça servira à un autre capitalisme. Super, merci. Bon, ben là, on est un peu dans le même délire, Trente-Nine, donc entre les millionnaires et les milliardaires, toujours l'hyperclasse, et les gauchistes qui appellent à l'humanité, machin, etc. Alors, ils appellent de l'humanité à partir des live Twitch qu'ils font entre Paris et Lyon, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, parce que eux, ils vont pas se salir les mains. Donc, et du coup, on a effectivement un petit village qui n'avait rien demandé, qui se retrouve effectivement avec des réfugiés qui vont être implantés là, dans des conditions difficiles, certainement pour en réalité que ça puisse bien se passer et bien les accueillir. Et évidemment, nous avons une montée en puissance de l'extrême droite d'emblée. Bon, on est là tout à fait dans le type de guerre civile que j'ai décrite et on mettra en post-production l'article que j'avais produit il y a déjà de ça 6 ou 7 ans sur la guerre civile qui vient, où j'expliquais tout ça. Maintenant, il va falloir revenir sur deux choses, parce qu'il y a une différence entre la rationalité dialectique dont on peut faire preuve, et dont je vais de nouveau essayer de faire preuve comme à chaque fois, toutefois, c'est-à-dire pour essayer de comprendre les mécanismes des phénomènes et éviter d'être dans l'affectif. Et puis, il y a évidemment la vie quotidienne, et cette vie quotidienne qui, pour de nombreux Français est en train de devenir de plus en plus délétère, justement, du fait d'un ensemble politique qui leur rend la vie strictement impossible. Donc, reprenons dans l'ordre. Nous avons des territoires que je connais bien, encore une fois, pour avoir une grosse majeure partie de ma vie et encore aujourd'hui évolué au sein de cela, c'est-à-dire dans la campagne profonde, qui sont dépourvus de tout. Bon, j'ai suffisamment souvent fait la liste pour ceux qui me suivent de tout ce dont on était dépourvu, hein. École, hôpital, poste, boulangerie, service, premier service, centres commerciaux, etc. Bref, il n'y a rien. D'accord? Il n'y a rien. Cette France qui, par ailleurs, est sans cesse, et depuis des années, et c'est tout l'attribut justement gauchiste par excellence, moquée, désertée, ignorée, ça c'est la plupart du temps, hein, moquée notamment dans toute la presse bien pensante de gauche, notamment la presse, disons, à caricature comme Charlie Hebdo par exemple, mais bon, à leur âme, déserté, à l'exception parce qu'il n'y a plus rien, justement, et donc repeupler uniquement, je laisserai les gens qui nous écoutent lire l'excellent passage du Capitaine de la séduction de Michel Pluscar sur la maison de campagne, c'est-à-dire repeupler uniquement par les bourgeois qu'on a vus effectivement revenir en masse campagne au moment du Covid pour employer leur résidence secondaire, et ou tout simplement ignorer quand il ne s'agit pas, eh bien, ignorer, c'est-à-dire qu'effectivement, dès lors qu'on met en place des politiques sociales, ça ne concerne pas ces gens-là, d'accord, qui nous désintéressent profondément. Et quand ces gens moqués, désertés, ignorés, décident un petit peu de se faire entendre, c'est les gilets jaunes, eh bien les gauchistes, dans le premier temps, on s'en souvient très bien, d'accord, n'hésitent pas à dire que ce sont des fachos. Donc on est moqué, déserté, ignoré, traité de fachos, d'accord, simplement pour essayer de continuer à vivre et dans la dignité, encore une fois, dont on parlait tout à l'heure,
et qui vise à faire en sorte eh bien, que on soit reconnu par rapport au travail qu'on produit. Ces personnes qui n'ont rien, elles en souffrent, hein, et toutes les politiques néolibérales, encore une fois, écolo-réactionnaires, devraient en plus essayer d'aggraver cette situation-là, hein, c'est ce qu'elles font objectivement, et elles ne sont que le produit, finalement, toutes ces politiques-là ne sont que le produit désastreux d'une géopolitique de guerre permanente. C'est-à-dire que ce à quoi on assiste, effectivement, que ce soit à l'heure actuelle en Ukraine, avant cela, notamment au Mali, en Libye, etc., c'est la fruit d'une politique impérialiste, de manière générale, d'accord? C'est-à-dire que finalement, eh bien, on se retrouve à se taper les uns sur les autres, parce que les uns vont être instrumentalisés contre les autres, d'accord? C'est-à-dire les uns, ceux qu'on nomme les réfugiés, effectivement, vont être instrumentalisés par le pouvoir politique afin, effectivement, d'affaiblir les tentatives de rébellion, de révolte, qui ne sont pas des révolutions, je mesure mes mots, de rébellion, de révolte qui pourraient naître justement chez les classes moyennes et les classes populaires, d'accord? Et on est en train d'opérer en réalité exactement le même processus dans les campagnes actuelles que celui qui s'est opéré plus tôt dans les banlieues dites rouges, d'accord, entre les années 70 et 2000. C'est-à-dire que nous avions effectivement des banlieues communistes qui avaient des moyens, de par l'industrie, etc., de s'identifier en tant que classe et qui permettaient un développement social, un développement culturel, etc., une contre-société réelle qui se mettait en place, qu'on est venu complètement détruire, notamment par l'apport massif et malgré eux, effectivement, de réfugiés dans des ghettos, parce qu'on a complètement acculturé ces banlieues rouges, puis on a extrait, hein, d'accord, là-dessus, il faut rappeler aussi, au passage, encore une fois, que à cette époque-là, dans les années 50, 60, 70, la banlieue est bien mieux dotée en termes d'infrastructures et d'habitation que Paris même. Donc en fait, c'est une chance pour un ouvrier d'aller en banlieue, d'accord? Les profs à cette époque-là, quand ils demandent la banlieue, c'est parce qu'ils savent, quand ils viennent de Paris, qu'ils vont disposer de meilleures conditions de vie. Donc on ne les a pas d'abord parqués. Puis ensuite, toute une politique d'urbanisation et territoriale a consisté justement à ghettoiser ces populations, mais parce que d'ores et déjà, il y avait les moyens de les ghettoiser sur le plan mental et des représentations, c'est-à-dire par une acculturation massive, d'accord, hein, y compris, encore une fois, ce qu'on va répéter aujourd'hui avec les Ukrainiens, c'est-à-dire que finalement, eh bien, l'acculturation est tellement massive qu'on joue en réalité avec des mythes. Hein, c'est-à-dire qu'on va nous vendre l'Ukrainien bien gentil, etc., alors qu'en réalité, il ne fait que répondre à la nécessité et que les ukro-nazis, à l'heure actuelle, qui sont en train d'agir dans le pays, sont sans doute pas des enfants de cœur. Et faut-il rappeler aussi l'importance de l'Ukraine dans l'ensemble des trafics de drogue et plus encore des trafics humains, notamment dans la prostitution et le trafic d'enfants, qui est quand même extrêmement conséquent en Europe. Donc bon, évidemment que les gens s'inquiètent. Et de l'autre côté, on va surjouer le faux catho français, etc. Alors qu'en fait, on a affaire qu'à des déracinés. On a affaire qu'à des gens totalement déracinés et que donc, il va être très difficile de faire dialoguer ensemble, d'accord, qu'ils viennent d'Ukraine, du Mali ou qu'importe. Et donc, ce décalage culturel, il est absolument décisif et il est, par bien des aspects, il faut le dire, volontaire, d'accord? Il n'y a pas en soi, évidemment, de problème entre les personnes, mais pour l'heure et dans le contexte capitaliste particulier dans lequel nous nous trouvons, il y a un problème évident de méconnaissance mutuelle et structurelle. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des victimes des deux côtés, mais certains, et là encore une fois, le lumpen, ces réfugiés, etc., ils trouveront bien plus rapidement leur intérêt immédiat, donc ils vont se mettre, malgré eux, au service de la classe dominante. D'accord ? C'est-à-dire que le meilleur moyen, on en revient à Roussel, le meilleur moyen, effectivement, de faire en sorte que ces réfugiés bénéficient de la politique sociale de la France, d'accord, à l'heure actuelle, qu'on s'entende bien, quand on dit le meilleur moyen, c'est dans les stratégies capitalistes qui sont en œuvre à l'heure actuelle, pas si, évidemment, on conduisait d'autres politiques. Donc, dans les conditions politiques actuelles, le meilleur moyen de les faire bénéficier de la politique sociale de la France, c'est de continuer à faire trinquer les classes populaires, les classes moyennes, les petits indépendants, etc., de les briser en réalité financièrement, de faire reposer sur eux toutes les politiques dont on parlera tout à l'heure, notamment de mauvaise gestion énergétique, d'accord, pour que les autres, effectivement, en bénéficient tout en intensifiant, du coup, cette guerre civile qui vient, et où le lumpen, lui, trouve évidemment son intérêt, puisqu'il n'a aucun intérêt à se rebeller, puisqu'il faut bien
on mette à feu et à sang les classes qui lui sont supérieures pour qu'il continue de survivre. Donc, il est un allié objectif et malgré lui des classes dominantes. Et ça, c'est la réalité à laquelle nous sommes en train d'assister et qui va se traduire, raison pour laquelle j'ai dit ça dès le début, dans la réalité, dans la vie quotidienne des gens, par un ensemble de catastrophes. D'accord ? C'est-à-dire que évidemment que c'est des débuts de guerre civile parce qu'il est normal que les gens qui déjà ne disposent de rien, non seulement ne vont pas vouloir accepter à juste titre que d'autres disposent de davantage qu'eux alors qu'ils sont ignorés et moqués depuis des années, mais en plus de ça, si cela conduit à une incompréhension des cultures, hein, à zéro bien commun en réalité, c'est-à-dire qu'il n'y a ni bien commun ni sacré à partager. À partir de ce moment-là, il est très difficile de constituer quoi que ce soit, puisque, encore une fois, et contrairement au discours gauchiste permanent qu'on peut entendre et qui est profondément insupportable, c'est-à-dire que on ne peut jamais simplement vivre ensemble, d'accord ? On ne peut que faire ensemble, et pour cela, il faut une entente nationale et un intérêt pour le bien commun. Or, c'est tout l'inverse qui est en train d'être fait et qui se produit. Donc, on aura suffisamment sonné l'alarme, d'autant plus que les nouvelles couches moyennes inférieures, hein, les classes intermédiaires et dans les petites et les moyennes villes vont continuer à être précarisées, à l'unisson avec les classes ouvrières et les classes populaires. Et maintenant, ça va être le racisme ou la lutte énergétique est vitale pour la reconquête du pouvoir. Voilà. Ça veut dire que finalement, on va se retrouver face à des gens qui pensaient être dans une bonne situation et s'en être sauvés. Et c'est l'occasion justement de reconstituer un bloc historique, un bloc populaire efficace, parce que les nouvelles couches moyennes qui pensaient, elles, s'en être sorties, c'est-à-dire des gens qui voilà, sont managers, sont techniciens, gèrent un certain nombre de personnes dans certaines sociétés, ont des salaires qui avoisinent les 4 000 euros, etc., qui pensaient s'en être sortis, dans les petites villes et les villes intermédiaires, vont aussi payer tout ça. Et donc finalement, elles vont peut-être sentir qu'elles ont un intérêt commun avec les classes populaires qu'elles daignaient elles aussi regarder jusqu'à maintenant. Or, à l'heure actuelle, c'est ce à quoi nous allons devoir nécessairement faire face. C'est-à-dire qu'il va y avoir une lutte acharnée qui va être conduite et malheureusement, dans la réalité quotidienne, nous allons devoir faire front à la fois face au lumpen et à l'hyperclasse qui, encore une fois, qui sur un plan strictement humain, bien sûr, est profondément horrible, mais c'est ce à quoi a conduit le capital, d'accord ? On pourrait imaginer, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure justement, bien sûr, on pourrait tout à fait imaginer conduire d'autres politiques. On aurait pu commencer par éviter d'être les toutous de l'impérialisme américain et de déstructurer la totalité du Moyen-Orient et de l'Afrique, par exemple, et de continuer désormais en Europe de l'Est. Évidemment, ça aurait été le point de départ, ça, pour endiguer toute forme d'immigration massive qui vient effectivement poser un problème dans le contexte capitaliste. On pourrait très bien imaginer aussi effectivement faire face à cet afflux en mettant à feu et à sang évidemment la classe capitaliste, en récupérant effectivement la souveraineté sur le travail et en étant en capacité de mettre ces gens au travail avec eh bien, une culture commune, une identité nationale commune, qui permettent effectivement de dialoguer, d'accord ? Et donc de mettre un terme aussi, c'est-à-dire récupérer le principe républicain de laïcité d'ailleurs, et mettre un terme aussi aux identités ethnico-religieuses, d'accord ? Qui vont évidemment poser d'énormes problèmes, ok ? Donc on pourrait faire tout ça, c'est encore un peu envisageable si on reprend le contrôle correctement de la vie politique. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Donc il faut faire part du constat qui va être le nôtre dans les conditions dans lesquelles nous allons nous trouver. Et donc, il y a dans le constat de la vie quotidienne pour les personnes au fil de leur vie lambda, d'accord, et non pas d'un point de vue de la rationalisation dialectique, eh bien, il va être nécessaire pour eux de se conforter auprès de ceux qui doivent assumer ce principe de réalité avec eux et se confronter effectivement aux deux tenants de ce qui les oppresse, aux deux tenants de la tenaille qui est en train de les tenir. Le problème, effectivement, c'est qu'on risque effectivement très rapidement de voir cela se tourner vers une forme de racisme primaire qui va viser certaines des personnes sans s'attaquer réellement au problème, alors qu'il va falloir s'attaquer de fait aux deux. Et que faire la fine bouche, fermer les yeux quant au désordre politique
qui va être est conduit suite à ces affaires-là qui pourraient venir à se généraliser à l'heure actuelle, c'est-à-dire généraliser ce qui s'est d'abord passé il y a quelques années au pourtour des grandes villes pour désormais eh bien, l'apporter dans les campagnes où les situations sont les plus précaires, eh bien, c'est extrêmement grave, c'est n'avoir aucune conscience politique, aucune responsabilité politique. Or, vous voyez bien qu'encore une fois, ça traduit toute la dynamique territoriale et écolo-réactionnaire que je ne cesse de rappeler à chacun de ces entretiens et dans de nombreuses vidéos et écrits, c'est-à-dire que finalement, les grandes villes vont rester, les grandes métropoles vont rester dans la main de la haute bourgeoisie et du capital. Bientôt, il y aura des murs ou des vignettes critères qui vous empêcheront de toute façon d'y aller et vous serez bloqué par l'armée, etc. Et puis finalement, au pourtour, eh bien, il y aura les gueux qui vont se faire la guerre, d'accord? Avec, parmi ces gueux, certains que la classe dominante n'hésitera pas à financer pour maintenir ceux des classes intermédiaires, justement. C'est la raison pour laquelle, objectivement et indépendamment de l'aspect humain, le lumpen devient un ennemi de classe, évidemment, n'en déplaise au beau discours de ceux qui, encore une fois, ont les moyens de rester dans leur tour d'ivoire et n'ont pas connaissance des réalités. Le lumpen devient un ennemi de classe, mais il devient un ennemi de classe au même titre, encore une fois, que la classe dominante, et c'est leur alliance objectif et non consentie, mais nécessaire pour leur maintien, qui fait que ça devient un tel problème. Et donc nous devons au contraire réaffirmer le bloc et l'union entre les classes populaires, les nouvelles couches moyennes, les classes moyennes, c'est-à-dire les petits propriétaires, les indépendants, etc., ceux qui sont les producteurs de la France, ceux qui produisent, ceux qui travaillent à la réalisation de ce qu'est la France. Nous devons travailler à faire en sorte que nous retrouvions une identité commune, qui ne soit pas simplement le fruit, comme on en parlait dans une récente vidéo, d'une identification au sport, d'accord, ou le fruit d'une identification ethnico-religieuse, ou pire, d'accord, l'absence d'identification dans un nihilisme pro-euthanasie, etc. D'accord, c'est contre tout ça que nous essayons de redonner du sens sans cesse, parce qu'il va falloir lutter ensemble, sans se tromper d'ennemi principal, évidemment, mais avec une efficacité redoutable, parce que nous ne pouvons pas laisser faire ça. Et je terminerai sur deux choses. Dans le même temps, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'Union européenne veut mettre un terme au droit de grève, avec toujours le même prétexte, encore une fois, qu'est le Covid. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que l'Union européenne, notre grand ennemi, eh bien, en réalité, Macron est en train de couvrir ce qui va le buter, lui aussi, c'est-à-dire au sens figuré. C'est pourquoi c'est une erreur de se focaliser sur Macron, le gouvernement, etc. Parce que en réalité, les grandes politiques et cette grande stratégie, encore une fois, fédéraliste, de restructuration de l'espace, etc., tout ça est décidé au niveau de l'Union européenne. Et l'Union européenne n'aura aucun problème à se délester et les organismes supranationaux, d'accord, l'OTAN, qui n'est que le revers de la médaille de l'Union européenne, etc., de se délester, encore une fois, du poids de ces larbins qui auront fait le travail pour la bourgeoisie, comme l'a fait Macron, en nous laissant finalement les pieds dans la merde. Et je l'ai souvent signalé aussi, le grand objectif, c'est celui d'une armée et d'une police européenne, parce qu'il n'y aura aucun problème à aller chercher le lumpen roumain, polonais, ukrainien, pour faire en sorte qu'ils viennent tirer sur les Français. Et à rebours, on n'aura aucune difficulté à aller chercher un Français précaire pour aller le faire tirer sur les Roumains, parce que de toute façon, il aura besoin de bouffer. Donc voilà la dimension dans laquelle on est en train de nous placer, en laissant la classe dominante toute seule en paix, tranquillement. Donc maintenant, la véritable question, c'est, on vous a enfermé durant 2 ans. Hein. On vous a collé le pass sanitaire, on va vous coller le pass énergétique, on va en reparler. On a sacrifié vos gosses, on détruit les écoles, les corps intermédiaires sont à feu et à sang, d'accord, les indépendants ne peuvent plus vivre correctement, on vient vous parquer au milieu de nulle part et on vous fait payer le prix de politique mondiale et d'une géopolitique complètement désastreuse. Je ne sais pas ce qu'il nous faut, d'accord, je ne sais pas ce qu'il nous faut. Est-ce qu'on va se contenter d'aller brûler des pneus ou est-ce qu'au bout d'un moment, on va prendre conscience de la nécessité de la pratique révolutionnaire qui doit être la nôtre, de se former parce qu'on en a encore les moyens, d'accord? C'est-à-dire on a encore les moyens financiers de le faire, on a encore les moyens énergétiques de le faire, c'est-à-dire ceux d'entre nous qui effectivement ne sont pas totalement en précarité extrême ont encore les moyens de constituer une avant-garde efficace avec lesquels on emmènera le reste de nos camarades qui n'en ont plus les moyens. Est-ce qu'on prend tout ça en considération ou est-ce qu'on vit au jour le jour avec le risque que très vite,
ça dégénère? C'est la question que je pose et si vous avez une réponse positive à ces questions, c'est-à-dire que vous avez envie d'engagement, encore une fois, arrêtez de simplement vous contenter de regarder des petites vidéos ici, à gauche, à droite, mais commencez à prendre part véritablement à quelque chose dans votre vie qui soit un intérêt supérieur à votre seule vie parce que vous allez morfler. Et nous allons très clairement morfler et il ne s'agira pas ni pour moi ni pour l'IHT, je le répète, de faire la fine bouche sur les conditions délétères dans lesquelles nous sommes en train de placer la majorité des Français à l'heure actuelle, du fait de politiques qui sont organisées, orchestrées et qu'il faudrait taire sous le seul prétexte d'un humanisme qui est en fait le pire des anti-humanismes, d'accord, puisqu'il est celui qui conduit justement à la guerre civile et à la méconnaissance des peuples et des cultures. Nous voulons au contraire réaffirmer l'entente entre les cultures, l'entente internationale entre les cultures, et je crois d'ailleurs que le sujet que nous allons traiter par la suite permettra encore une fois d'y revenir.